Merci en tout cas de me donner l'opportunité de pouvoir vous parler un petit peu ce matin du marché mondial. Merci à l'AFCAS et à son président pour leur invitation. C'est toujours un plaisir pour Sugden de venir parler dans ce forum que nous considérons comme tout à fait utile pour la filière d'une manière générale et notamment, je dirais, pour la filière francophone, en quelque sorte. Juste un petit mot sur Sugden. Donc, nous sommes une entreprise de négoce basée à Paris. Nous travaillons dans le négoce de sucre depuis 60 ans, essentiellement d'ailleurs basé sur le négoce, mais également avec des activités de logistique ou de production betteravière, notamment en Russie, où nous avons 3 usines, où un petit peu le même métier finalement que les canniers d'Afrique, notamment avec la gestion de 100 000 hectares de terre. Mais notre cœur de métier est donc le trading, sur lequel on se positionne vraiment parmi les leaders mondiaux, peut-être le deuxième ou le troisième négociant en sucre, avec une activité sur, je dirais, les 5 continents, à la fois sur le sucre roux en vrac ou le sucre sac, le sucre blanc, le cristal ou le raffiné, sur une base de vaisseaux conventionnels ou de containers. Donc voilà en quelques mots Sugden. Ce que je vous propose donc c'est de faire un petit tour d'horizon du marché mondial avec un petit peu des retours en arrière pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé notamment sur les 6 derniers mois et puis bien sûr une perspective et voir un petit peu où se positionnent aujourd'hui les différents acteurs et qu'est-ce qu'on pourrait espérer effectivement de ce marché mondial qui, comme le soulignait le président Coquelet, est aujourd'hui dans une situation clairement de canal baissier. Donc dans un premier temps, on s'attardera un petit peu sur les cours, qui sont toujours bien sûr d'instruction assez forte pour nous, d'autant plus que par essence, en tant que trader physique, nous sommes plutôt des traders fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va vraiment regarder en gros production, consommation, disponibilité à l'export, et toujours ces cours sont l'histoire du sucre, et donc dans une certaine mesure, l'histoire crée l'avenir, donc il est toujours important de considérer les historiques de cours. Après, on fera vraiment un tour d'horizon de la planète sucrière, alors bien sûr en se focusant sur les plus gros producteurs et ceux qui jouent sur le marché mondial, qui ont un impact assez fort. Pour passer également sur les facteurs externes, alors ce qu'on dit les facteurs externes, c'est bien sûr par exemple les parités monétaires, c'est le rôle de la sphère financière sur les marchés du sucre. Alors c'est externe et interne, puisqu'une parité quelque part influe les coûts de production qui elle-même va influer les cours mondiaux. Mais je dirais que c'est quand même des secteurs dont le sucre n'a pas vraiment d'impact réel, il est plutôt souffrant de ces aspects-là. Ce que je vous propose également, c'est un petit focus sur une zone, je pense, qui est particulièrement de votre intérêt, c'est-à-dire l'Afrique, voir un petit peu son développement sur ces 10 dernières années, en termes de production, en termes de consommation, en termes de trading, faire un petit peu un point sur l'ensemble des projets sur le continent africain, et ensuite pour passer rapidement en perspective, et surtout aux questions avec lesquelles je répondrai avec grand plaisir. Alors, les cours, donc c'est bien sûr le cœur du métier, je dirais. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer d'enseignement aujourd'hui sur cette vision-là? J'ai mis volontairement des cours un petit peu plus lointains pour avoir justement une profondeur un petit peu de vue. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, les cours sont vraiment la résultante des grands changements sucriers qu'on a vus ces 15 dernières années, qui ont été très forts. Si on voit, on a déjà une première partie finalement avec une grande stabilité. C'est-à-dire qu'on est compris dans un canal baissier entre 5 et 10 cents. On a un premier accident, je dirais, des cours qui se situent sur cette zone-là, qui est une première réforme très forte qui a été la réforme de l'Union européenne. Et on bascule ensuite sur deux grands paramètres. D'une part, une volatilité accrue des cours et d'autre part, des plus hauts qui sont en fait en relation avec les fondamentaux. Donc la première partie, je dirais que si on regarde les facteurs qui ont influencé ces cours en dehors, je dirais, des éléments classiques fondamentaux, production, consommation, disponibilité à l'export et demande. En fait, le premier élément, c'est les réformes du commerce mondial. Un point qui a géré, qui a en fait amené une volatilité forte sur les cours, c'est le commerce mondial, la libéralisation du commerce mondial, qui s'est énormément accrue. Si on regarde sur les premières années de 2000 à 2005, on était encore sur un marché de surplus, où il y avait beaucoup d'exportateurs qui exportaient à leur coût variable, notamment par exemple l'Union européenne. Et là, on a basculé sur un marché qui était plus sensible à ces fondamentaux, avec moins de surface tampon
politiques, comme par exemple des subventions exportation, et donc qui reflètent vraiment cette confrontation très forte entre, je dirais, la demande et l'offre. Sur la deuxième partie également, et ça on le verra un peu plus précisément par la suite, c'est l'avènement, je dirais, du Brésil en tant que énorme supplier, on dirait, c'est-à-dire fournisseur de sucre, ce qui entraîne aussi une volatilité, puisque bien sûr, quand la production est concentrée à un endroit, un choc climatique ou un choc industriel peut entraîner une forte volatilité des cours. Et puis, au-delà de ça, qu'est-ce qui crée la volatilité des cours? C'est finalement l'accroissement de la demande sucrière. Si on regarde sur les 15 dernières années, on a un accroissement très fort de la consommation de sucre, qui est lié bien sûr à l'explosion des pays émergents, hein, puisque le sucre est basiquement, consommation de sucre est une fonction du PIB et de la démographie, mais le PIB est très important, de même que le changement des rythmes alimentaires qu'on observe surtout en Asie. Et donc cette forte demande en sucre, finalement, crée une volatilité, crée des tensions, et malgré un canal baissier, de toute façon, est probable de revenir. Un dernier élément qui crée cette volatilité des sucres et cette zone de grand 8, un peu de montagne russe, c'est l'intéressement, je dirais, de plus en plus fort, ou au moins jusqu'à ces dernières années qui a été très fort, de la sphère financière au monde du sucre. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu des investisseurs qui se sont positionnés parfois très largement sur le marché du sucre. Et ça, bien sûr, les investisseurs étant, entre guillemets, spéculateurs, ça crée une volatilité, puisque c'est des gens qui achètent, forcément revendent ou vendent et forcément réachètent. Donc on voit qu'ils créent de la liquidité, mais également de la volatilité, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs un mal pour les producteurs et pour les consommateurs, puisque ça leur permet finalement d'avoir de la liquidité d'une part, donc de se positionner sur le marché, et par ailleurs de choisir le moment sur lequel ils veulent entrer le marché. Alors, ça, c'est la prime de blanc. Alors, simplement, ici, donc effectivement, je dirais, si maintenant on regarde l'aspect fondamental hein, sur les cours, une zone de hausse assez forte, hein, je dirais de 2010 à 2012. Donc déjà, c'était bien sûr un essoufflement du géant brésilien qui s'est caractérisé finalement par une baisse de la récolte et par potentiellement une baisse de la production sucrière, une cumulation aussi d'événements, je dirais, climatiques sur les autres producteurs. Je pense à l'Australie, je pense par exemple à l'Afrique du Sud ou l'Argentine, un peu des producteurs plus restreints, mais sur lesquels il y a eu des fortes pressions climatiques. Et puis cette demande en filigrane derrière qui absorbe de plus en plus de sucre. Je dirais qu'à partir de 2012, on est rentré sur un canal baissier lent. Les canaux baissiers sont toujours lents puisqu'il y a une phase de restockage finalement de tous les gens qui sont un petit peu privés pendant les années de sucre élevé. Bon, bah bien sûr, quand les cours redescendent, c'est des gens qui se positionnent à l'import pour regonfler leur stock. Je pense à la Chine notamment, à l'Inde, on le verra plus en détail. Et donc une baisse des sucres qui cumule, je dirais, à la fois une production plus élevée, qui est dû finalement, alors ça c'est dans le jargon du trade, on dit tout le temps, le meilleur remède aux prix élevés sont les prix élevés, c'est-à-dire que de toute façon des prix élevés génèrent une augmentation structurelle de la production, notamment des surfaces, mais également des investissements dans le secteur industriel. Et puis exceptionnellement, en 2013, une année presque sans problème climatique, c'est vraiment une année excellente du point de vue sucrier, il y a quelques spots sur lesquels c'est un petit peu moins bon, mais qui sont assez rares. Donc on cumule finalement potentiel structurel pour une forte production, année climatique assez exceptionnelle, et puis une demande qui se sature puisque finalement les gros consommateurs ont restocké déjà, ont déjà actuellement beaucoup de sucre aujourd'hui. Alors un petit focus sur la prime de blanc. Bon, ça, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Hein. Ça représente en fait l'incitation à produire du sucre de consommation directe, que ce soit du sucre cristal ou du sucre raffiné vis-à-vis du sucre en vrac, hein, du sucre roux. Alors on a une très forte volatilité sur cette prime de blanc. C'est un cycle plus court, c'est le cycle du raffinage, c'est pas le cycle de production. C'est-à-dire qu'en fait, en l'espace de 4 à 5 mois, on peut retrouver des disponibilités en sucre blanc, en raffinant. Hein. Bien sûr, c'est beaucoup plus rapide qu'un cycle de croissance de canne. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, on a gardé cette volatilité et quand même cette prime de blanc assez forte, qui est quelque part révélateur d'une demande, d'un marché assez tendu, pour également, ces derniers mois, aller vers quand même un atterrissage un peu en douceur de la prime de blanc,
qui, quelque part, représente également un affaiblissement de la demande ou une suroffre. Alors, ces fondamentaux du marché, alors ça, moi j'aime bien le montrer, c'est vraiment pour redonner le contexte en fait. Qu'est-ce qui a changé en 15 ans? En fait, la planète sucrière a complètement changé en 15 ans. Donc ça, c'est le marché du roux. Donc le marché du roux aujourd'hui, c'est environ 35 à 40 millions de tonnes qui sont échangées sur la planète. Donc pour comparer au marché du blanc, le marché du blanc, selon les années, c'est plutôt 15 à 20 millions de tonnes. Donc on a un marché du double aujourd'hui, du vrac, du roux en vrac aujourd'hui qui est double du marché du sac, hein, du marché de consommation directe. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2000, on avait finalement un camembert relativement bien équilibré entre les différents... Alors ça, c'est pas les productions, hein, c'est vraiment la disponibilité à l'export. Qu'on avait un camembert relativement bien équilibré, avec le Brésil avec un quart des disponibilités. À cette époque également, le roux et le blanc étaient beaucoup plus équilibrés en termes de marché, c'est-à-dire qu'on avait en gros des marchés qui étaient équivalents de l'ordre de 15 à 20 millions de tonnes pour le blanc, 20 à 25 millions de tonnes pour le roux. Donc on avait finalement entre le marché du sac et le marché du vrac un marché équilibré, et à l'intérieur du marché du roux également un marché équilibré entre les différents fournisseurs du marché mondial. Aujourd'hui, en 2013, la situation a complètement basculé. Qu'est-ce que ça s'est traduit en fait? Le marché a explosé. On est passé donc de 20 à 25 millions de tonnes, de 35 à 30 millions de tonnes, donc une augmentation de 70% quelque part. On pourrait même certaines années doubler le marché mondial en 15 ans. Et cette croissance s'est essentiellement établie en fait au Brésil. C'est-à-dire vraiment le Brésil a développé son industrie cannière en reposant notamment sur ces deux marchés qui sont l'éthanol et le sucre, et en arbitrant en permanence ces deux marchés. C'est une force commerciale pour le Brésil. Et puis bien sûr, au-delà de ça, la disponibilité en terre avec de la canne qui monte de plus en plus loin, qui s'éloigne de plus en plus loin des ports, qui remonte jusqu'au Mato Grosso, ou des États, je dirais, qui commencent à être des distances assez importantes de la possibilité logistique. Les autres acteurs sont restés plus ou moins, je dirais, constants, ou du moins constants par rapport au Brésil. Bon, la Thaïlande a quand même augmenté de 2 à 3 millions de tonnes. L'Australie, finalement, a été, en tant que pays de l'OCDE, a resté plutôt constante. Cuba, bien sûr, a perdu du pouvoir sur le marché mondial. Alors ça, c'est le blanc. Alors la perspective sur le blanc a un petit peu changé. C'est pour ça que la prime de blanc aujourd'hui tend à être plus élevée qu'en 2000, puisque l'Union européenne finalement est beaucoup moins importante aujourd'hui sur le marché mondial. Et elle a été remplacée de manière assez équilibrée par plusieurs acteurs, mais quand même essentiellement par le Brésil. Mais on voit par exemple l'Amérique centrale qui commence à être très forte sur le marché du sac. La Thaïlande également. La Thaïlande aujourd'hui exporte environ 3,5 à 4 millions de tonnes de sacs, c'est-à-dire presque autant de sacs que de roux. Et puis bien sûr l'avènement des raffineurs, c'est-à-dire cette économie qui repose finalement essentiellement sur le positionnement d'une raffinerie vers le marché de destination. Au-delà, je dirais, de la prime de blanc, un moyen pour les raffineurs de se rémunérer, c'est d'écraser les coûts logistiques. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des énormes bateaux qui vont aller sur la raffinerie pour dispatcher après en petits containers. Et ça, c'est vraiment un moyen pour eux de capter les primes de destination. Alors, focus sur le Brésil rapidement. Si vraiment on regarde cette année qui vient de s'écouler, donc une année record en termes de canne. On a vraiment un Brésil qui a récupéré finalement sa force cannière, son rendement, je dirais, quinquennal, de l'ordre de 80 tonnes à l'hectare. Capacité améliorée du part de la rénovation, beaucoup d'investissements dans la partie agricole du fait des prix élevés. Encore une fois, les prix hauts sont le meilleur remède aux prix hauts dans le sens qu'ils vont booster, qu'ils vont augmenter ses capacités de production. Et puis une année climatique plutôt bonne. Alors le petit point qui pêche un petit peu dans l'industrie brésilienne aujourd'hui, c'est l'ATR, ce qu'on appelle l'ATR, donc c'est la capacité, le sucrose content, le pourcentage de sucre dans la canne. Un ATR qui a été
assez décevant cette année. Alors la question essentielle qu'on se pose, c'est est-ce que c'est finalement une année conjoncturelle du point de vue de l'ATR ou structurelle, c'est-à-dire vraiment on s'enfonce vers un Brésil avec une capacité à faire des ATR élevés plus faibles. Ce qui est mis en cause notamment, c'est la mécanisation. C'est quelque chose qu'on a connu un petit peu sur l'industrie australienne aussi. La mécanisation, notamment durant les années 2000, a freiné un petit peu les performances de l'industrie australienne. Donc je dirais que la question du sucrose content, du conteneur en sucre de la canne au Brésil, c'est un petit peu du conjoncturel et du structurel. C'est-à-dire probablement on va retrouver meilleur l'année prochaine, puisqu'on n'est pas censé avoir des pluies très fortes comme on a eu au mai de juin, qui ont été assez plutôt mauvaises justement pour cette contenance en sucre. Mais d'autre part, effectivement, la mutation d'une industrie, je dirais, avec laquelle on coupe la canne à la main, à une industrie mécanisée, a quand même un petit peu abîmé les sols et probablement détérioré le potentiel des souches à faire des conteneurs en sucre élevé. Alors, le point le plus important sur le Brésil aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le sugar mix, c'est-à-dire le ratio entre la production de sucre et la production d'éthanol. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on anticipait depuis longtemps sur le marché mondial, mais qui s'est vraiment transformé cette année. C'est un arbitrage permanent entre la production de sucre et l'éthanol. C'est-à-dire que, alors ça c'est quelque chose qui est très très bon, notamment pour la sphère productrice, c'est-à-dire que les Brésiliens aujourd'hui, dans une certaine mesure, peuvent préférer la production de l'éthanol au sucre et vice-versa. Donc c'est un soutien au sucre. En fait, c'est une demande énorme qui apparaît complètement en fonction du prix. C'est assez exceptionnel et c'est ce qui a maintenu les cours en 2013. C'est-à-dire les cours en 2013, on a eu un ratio de sucre qui s'est effondré par rapport à l'année d'avant et par ce biais-là, finalement, la production de sucre, on peut estimer que la production de sucre s'est diminuée par elle-même de 4 à 5 millions de tonnes. Et c'est vraiment un moyen de soutenir les prix en fait. C'est-à-dire c'est un réservoir de demande, un réservoir de canne qui s'active en fonction du prix. Alors ce réservoir notamment il devrait être là l'année prochaine, il n'y a pas de raison que je dirais que d'autant plus, bon la politique éthanol brésilienne c'est quelque chose d'assez compliqué mais c'est quelque chose de régulé, donc quelque part ça a une certaine contenance dans le temps, une certaine constance dans le temps. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce réservoir de demande, il n'est pas infini. C'est-à-dire, on peut se dire, oui, l'éthanol, en quelque sorte, a la possibilité de manger, d'absorber 4 à 5 millions de tonnes de sucre équivalent, mais pas au-delà. Et si vraiment on se transporte sur un univers de surplus qui dépasserait justement cette visibilité-là, dans un contexte où on attend aussi une surface cannière et une récolte cannière meilleure l'année prochaine, probablement de l'ordre de 610 à 615 millions de tonnes de canne, on pourra se poser, notamment pendant la période récolte du Brésil, la question du plancher éthanol. Est-ce qu'il sera encore valide l'année prochaine ? Alors, rapidement sur les productions asiatiques, qui ont du sens d'ailleurs plutôt du point de vue de la demande que du point de vue de l'offre aujourd'hui. C'est-à-dire que le marché mondial aujourd'hui, c'est un transfert ouest-est, du Brésil à l'Indonésie, à la Chine, à la Malaisie, à la Corée du Sud. C'est là où les flux principaux, encore une fois, c'est une mutation du marché mondial par rapport encore il y a 10 ans où l'importateur principal, c'était l'ex-Union soviétique et on était essentiellement sur un transfert Brésil-Union soviétique, Brésil-Cuba, Union soviétique. Donc cette époque-là, je dirais, est terminée. Donc aujourd'hui, ce qui nous importe en Asie, c'est plus de voir combien ils vont importer, bien sûr, que combien ils vont exporter. Bon, la Thaïlande, c'est vraiment le petit producteur, entre guillemets, asiatique qui se positionne donc sur son marché de manière très privilégiée. On a une industrie thaïlandaise qui augmente. Cette année, c'est une très bonne mousson, avec des surfaces plutôt en augmentation. Donc globalement, on devrait avoir une surface, une production d'environ 10% supérieure par rapport à l'année dernière, une crop, je dirais, de 11 millions de tonnes nécessairement. Alors, mais je dirais que très sincèrement, la Thaïlande, ce n'est pas non plus un facteur de marché décisif sur le marché mondial. L'Inde l'est beaucoup plus, surtout aujourd'hui, surtout pendant cette période d'inter-récolte brésilienne, puisque les Brésiliens, globalement, ferment leur récolte aujourd'hui et la commencent en avril pour la plupart. Donc c'est une période généralement de turbulence un petit peu sur le marché mondial. Aujourd'hui, l'Inde, qui elle a une récolte d'hémisphère nord, c'est-à-dire une récolte de novembre à mai, est potentiellement en positionnement d'export. Pour rappel, l'année dernière, ils ont importé 1 million de tonnes. Alors,
Au-delà de ce positionnement à l'export, c'est une industrie en crise. C'est-à-dire qu'on retrouve ce stigmate du cycle indien qui est en quelques mots en fait un prix de la canne garanti et un prix du sucre flottant. Aujourd'hui, si un industriel indien il fait ses calculs, en fait, il s'aperçoit très vite qu'avec le prix du sucre, il ne peut même pas payer le prix de la canne, puisqu'il lui faut environ, selon les États, de 9 à 12 tonnes de canne pour faire une tonne de sucre, et le prix officiel de la canne est beaucoup trop élevé par rapport au prix du sucre. Donc, pour le marché mondial, ça veut dire une perspective éventuellement bien sûr, d'interaction du gouvernement, puisque l'enjeu social est énorme et l'enjeu politique en Inde, bien sûr, est énorme. Hein. La communauté des planteurs, ça peut représenter jusqu'à 50 millions de personnes. En gros, il y a 10 millions de planteurs en Inde. Donc les gens vont faire très attention politiquement à ce que ces gens-là ne soient pas mécontents. Et la meilleure façon qu'ils ne soient pas mécontents, c'est de leur payer un prix de canne élevé, qu'en l'occurrence, les industriels ne peuvent pas. Donc là, on voit bien la nécessité du gouvernement d'intervenir dans un marché de surplus. On estime les stocks en Inde de 8 millions de tonnes, une production probablement assez bonne. Donc, la meilleure façon, je dirais, pour un gouvernement un petit peu short terme, hein, comme on dit, mais c'est de faire sortir du sucre sur le marché mondial à des prix cassés, c'est-à-dire via la subvention. Et donc, c'est un aspect qui est assez baissier cours du sucre, même si, encore une fois, on pense peut-être 2 millions de tonnes à l'export indien, mais après ça, le marché domestique devrait se suffire à lui-même pour se porter et retrouver des prix plus élevés. La Chine est importante surtout pour son réservoir de consommation. Et je dirais que si on regarde sur 2013, deux facteurs ont supporté les cours. Hein. D'une part, l'éthanol et d'autre part, la Chine, qui sont deux énormes réservoirs de demande. La Chine a surimporté, très clairement. Elle s'est positionnée depuis 2 années, elle a, je dirais, importé environ 8 millions de tonnes de sucre, donc c'est tout à fait colossal. Hein. Ça représente, je dirais, pour chaque année, environ 20% de la capacité d'export brésilienne, hein, sachant que la majorité du sucre vient du Brésil. Alors pourquoi ce surimport? Pourquoi ce positionnement comme ça un petit peu extravagant sur la demande? En fait, la Chine cherche à protéger son industrie, elle cherche à protéger surtout ses campagnes, dans un souci probablement aussi de stabilité politique, et en protégeant son marché, en fait, elle ouvre la voie à des imports, c'est-à-dire qu'elle crée un marché artificiellement à 800 $ en faisant des tenders, hein, ce qu'on appelle des appels d'offres pour protéger son marché. Et du coup, ça positionne surtout les raffineurs côtiers à Shanghai ou à Pékin pour importer des grosses quantités de sucre, compte tenu que le différentiel entre le prix de marché domestique et le prix de marché mondial arrive à combler ces 50% de droits de douane qu'on a aujourd'hui sur le marché chinois. Donc ça, c'est typiquement une résultante de l'OMC. La Chine ne peut pas augmenter ses droits de douane au-delà de 50%, et donc en soutenant son marché, en soutenant ses agriculteurs, elle crée un courant d'importation tout à fait important qui, en 2013, a soutenu les cours d'une manière majeure. Alors, la grande question, c'est l'année prochaine. Est-ce qu'on va pouvoir voir la Chine importer, je dirais, au-delà de... Aujourd'hui, il faut voir qu'elle a des stocks d'environ 7 à 8 millions de tonnes. Ça représente 60 à 70% de sa consommation. Donc c'est un poids financier énorme pour l'État. C'est aussi des contraintes parce que ces sucres, elle ne sait pas quoi en faire. Elle ne peut pas les revendre sur le marché domestique. Donc probablement qu'on s'attend finalement à une baisse des imports. Alors peut-être par une baisse des prix, peut-être par des arrangements autres qui feront que la Chine va fermer ses portes au marché mondial. Alors très rapidement, sur l'Union européenne et sur le NAFTA, deux zones en retrait finalement aujourd'hui du marché mondial. Hein. La Russie fait 500 à 1 million de tonnes d'import, donc ça reste relativement peu. Je dirais l'Union européenne aussi, des productions là qui... Alors l'Union européenne c'est un petit peu particulier, c'est une année un peu moins bonne sur le plan climatique. Et par contre, en Russie, la Russie en tant que producteur de betterave est parmi les producteurs qui a le signal prix le plus tôt, puisqu'on plante la betterave chaque année. Donc on a déjà eu en Russie, je dirais, une réaction au marché mondial plus bas avec une diminution des surfaces betteravières, mais surtout avec une performance très très forte cette année en Russie qui va combler finalement à moitié la diminution de surface.
Le NAFTA, juste un mot, c'est stigmatique de ce, je dirais, de ce marché mondial en surplus. Généralement, le NAFTA est une zone importatrice, hein, donc pour rappel, c'est le Mexique et les USA. Et aujourd'hui, le NAFTA se retrouve sur un positionnement exportateur, notamment du fait d'une culture mexicaine de canne qui a explosé l'année dernière. Hein. On a eu une augmentation de la production d'environ 2 millions de tonnes, également en réaction à des prix très très élevés sur le marché du NAFTA. Et le Mexique se positionne aussi à l'exportation sur le marché mondial. Alors, juste pour donner un petit tour d'horizon, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de points verts ou de points bleus qui sont des augmentations de croissance au niveau mondial. Et bien sûr, c'est ce qui explique ce canal baissier, c'est ce qui explique un peu cet engorgement du marché mondial en termes de sucre. Alors, c'est donc la transformation de ça, l'aboutissement de ça, c'est des produits. Si on fait le ratio un petit peu simple, je dirais, de production moins consommation, on développe un surplus depuis 4 années, des surplus qui sont assez importants. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce surplus? Il a été stocké essentiellement, il a été stocké en Chine, il a été stocké en Inde, il a été stocké un petit peu en Union européenne. Au devant, ces stocks ils sont tellement élevés que finalement, ça diminue tout simplement l'appétit à l'achat des importateurs sur le marché mondial. En 2014, probablement encore une année de surplus qui est due en partie à cette année exceptionnelle en termes climatiques. Donc bien sûr, d'un point de vue analyse du commerce mondial, ça crée des disponibilités qui sont importantes et à la fois des gens qui sont prêts à vendre assez rapidement et pour des prix relativement peu élevés, et inversement des acheteurs qui sont ce qu'on appelle dans un buyer's market, hein, un marché d'acheteurs, avec des gens qui se positionnent sur des achats plus faibles que ce que peut leur offrir le marché mondial. Si on prend par exemple l'exemple de la Russie, ça c'est un petit peu la façon dont on travaille dans le négoce pour savoir l'orientation des prix. C'est une vision un petit peu simple mais qui est malgré tout importante. On regarde qui est vendeur à quel niveau et qui est acheteur à quel niveau pour savoir un petit peu là où vont être les supports en termes de prix, c'est-à-dire là où les gens vont développer des capacités d'achat et là où vont être la résistance en termes de hausse des prix, c'est-à-dire là où les gens vont développer des capacités de vente. Et si on voit, effectivement, on a quand même un canal baissier avec des acheteurs qui sont plus bas et puis des réservoirs qui sont pas les mêmes. Hein. Les capacités, le réservoir russe n'est pas le réservoir éthanol. C'est-à-dire que même si ça va être peut-être un support de 500 000 tonnes, équivalent à 400 à 500 000 tonnes. Le réservoir éthanol est beaucoup plus important, mais on voit que spot, il est très important, c'est-à-dire aujourd'hui, la parité est élevée, mais le réservoir est fermé puisque c'est l'intercampagne. Et dans la campagne, hein, on a un marché, ce qu'on appelle en report, hein, c'est-à-dire un marché en déport, pardon, un marché sur lequel les prix forward à lointain sont plus bas et la parité éthanol est de retour à des niveaux plus bas pendant la campagne. Alors, rapidement, l'environnement macroéconomique, bien sûr, c'est les monnaies. Le marché brésilien fait 70% du marché mondial, donc c'est un marché réel et c'est une force énorme en fait vis-à-vis notamment de la communauté financière et d'autre part des coûts de production bien sûr brésiliens et finalement du revenu sucrier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui depuis environ 2 ans à 3 ans, le réal brésilien dans un contexte macroéconomique moins porteur pour le Brésil et moins porteur d'une manière générale pour les pays émergents, c'est énormément déprécié. Ce qui conduit finalement, si les prix du sucre ils baissent de 30%, mais le réal il se déprécie de 30%, au moins sur une base, je dirais, immédiate, on a un arbitrage entre ces deux valeurs et le revenu pour un producteur brésilien en réal est le même. Alors bien sûr, sur les coûts de production, on aura plus d'inflation. Si on a un réal bas, on aura des coûts de pétroliers, par exemple, qui seront plus importants. Mais vraiment, sur un marché, je dirais, spot, hein, sur une affaire de court terme, on a un arbitrage qui est très très fort et donc un marché mondial qui a aussi énormément souffert de cette dépréciation du réal brésilien, mais également de cette dépréciation de la roupie indienne.
Je ne m'étendrai pas longtemps sur la communauté financière, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'amène la communauté financière? Elle amène une certaine volatilité. Elle se positionne vraiment, on est dans un marché, ce qu'on appelle un marché de range, c'est-à-dire un marché d'écart assez faible, avec des investisseurs qui se positionnent à l'achat, qui se positionnent à la vente, et finalement qui font une grande partie de la volatilité des cours, je dirais, depuis ces 6 derniers mois, et qui l'ont joué, je dirais, alternativement à la baisse, à la hausse et de nouveau à la baisse sur cette dernière un petit peu affaiblissement des sucres depuis ce dernier mois. Alors, focus sur l'Afrique. Je vais peut-être même commencer par la slide d'après. Ce qu'on voit, c'est dans sa grande masse, je dirais, le continent africain est un continent de demande. C'est un continent qui a énormément augmenté sa demande du fait d'une croissance forte et également d'un développement démographique important à la manière de l'Asie. Il reproduit, je dirais, en termes de stigmates, l'Asie, c'est-à-dire une croissance forte et une production je dirais, constante ou en légère augmentation, ce qui représente peut-être pas les mêmes difficultés en Asie, qui est essentiellement un problème foncier en Asie. Bon, sur l'Afrique, on a des problèmes aussi de sécurité ou d'autres aspects qui peuvent intervenir dans la marge des investissements. Mais globalement, on a une production qui est passée de 13 à 20 millions de tonnes. Si on fait ça, c'est une augmentation de consommation énorme, de 50% en l'espace de 15 ans, avec une production qui est plutôt restée, je dirais, constante ou dernièrement qui s'est bien améliorée, notamment avec l'Afrique du Sud, qui a récupéré cette année une production d'environ 2,5 millions de tonnes et un déficit donc qui s'accroît. Alors ça crée bien sûr une brèche pour les importations et aujourd'hui on a deux gros marchés, je dirais, en Afrique. Le marché du vrac, c'est-à-dire avec des raffineurs en tant que point d'arrivage. C'est essentiellement l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie. Et en Afrique subsaharienne, il n'y a qu'une raffinerie, ou du moins une grosse raffinerie, qui est la raffinerie de Dangote au Nigeria, qui absorbe environ 1,5 million de tonnes de sucre, donc c'est vraiment un outil très important. Le reste des importations se fait en sac pour du sucre de consommation directe et sur une base cristal ou raffinée. Et essentiellement d'ailleurs aujourd'hui, en tout cas ça se développe bien sur une base container. Et simplement si on remonte donc sur ces zones de production, on a quelques projets aujourd'hui en Afrique, de taille en Angola, au Soudan. Bien sûr une croissance organique des outils présents permanente. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut s'apercevoir malgré tout, c'est qu'on restera probablement sur un continent africain encore pour quelques années importateur. Ce qui pourrait par contre être un changement, ça pourrait être un positionnement du Nigeria sur une jambe réexport, c'est-à-dire que des importations de sucre roux pour leur réexportation de sucre blanc sur la zone africaine, notamment du fait de l'inflation de ses coûts logistiques. Alors, les perspectives sur 2014... D'un point de vue, je dirais, strictement fondamental, on voit qu'on a un déséquilibre entre la production et la consommation, c'est-à-dire qu'on voit ça se transforme en fait en un accroissement de la disponibilité versus une demande plus faible. Donc c'est sûr que c'est des éléments qui ne sont pas forcément porteurs pour les cours. Ce qu'on malgré tout, on va tester de nouveau, alors d'autant plus pendant la période de récolte brésilienne, c'est ce réservoir de demande éthanol, ce plancher éthanol. Il va s'activer dans une certaine mesure. Après, est-ce qu'il pourra absorber une quantité suffisante de sucre? Ça reste à voir. Donc, probablement un canal baissier qui peut se maintenir sur une partie de 2014, un réal brésilien qui est affaibli et qui pourrait, je dirais, dans le contexte économique et financier brésilien, continuer de s'affaiblir, mais des fonds qui seront définitivement là pour mettre de la volatilité, ce qui peut aussi permettre des opportunités en termes de pricing pour les producteurs. Donc, je dirais globalement, perspective baissière, probablement, mais jusqu'à quand? On reste sur un marché en constante augmentation. Le sucre, c'est 2 à 2,5 millions de tonnes. Donc, si on regarde cette année, on a un surplus
entre 5 et 6 millions de tonnes, finalement c'est juste 2 ans d'augmentation de la consommation. On sort d'une année exceptionnelle climatiquement. Aujourd'hui, le Brésil a une telle importance qu'on a une petite sécheresse ou des pluies qui sont mal placées au Brésil. Tout de suite, on peut avoir une inflation très très forte du marché mondial, voire même des problèmes logistiques comme on a vu dernièrement avec Copersucar. Le sucre est présent, mais faut-il qu'il puisse être exporté? Faut-il qu'il puisse répondre à la demande? Ça va être une question aussi assez forte sur 2014, dans un contexte où probablement les cours aujourd'hui ne permettent pas d'investissement, c'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on aurait déjà un Brésil qui va moins replanter sa canne, qui va moins investir dans ses structures de production. Donc, probablement, compte tenu de cette augmentation de la demande, un canal baissier, mais qui ne va pas s'éterniser, on l'espère, pendant des décennies, qui va retrouver du souffle via le support éthanol, via le support structurel de production.